qui est magique. Micro, s'il vous plaît. Micro, s'il vous plaît. Le secret du bonheur en entreprise. J'ai pas eu le temps de tout noter. D'accord. Vraiment, c'est beau. Je trouve que ça réhabilite quelque chose de la dignité humaine, c'est-à-dire de l'humaine nature. C'est de pouvoir faire usage de ses compétences et de les développer au service d'une cause noble et dans le cadre de relations de qualité. Et là, tout y est. Vous m'avez ouvert les yeux sur ce que je dois dire désormais. Je ne suis plus entrepreneur, je dois être entrepreneur. Merci. Merci. Et d'ailleurs, on voit, excusez-moi, que dans les grands motifs de souffrance au travail, il y a le fait que les gens n'aient pas l'espace pour faire usage de leurs compétences, ou ce qu'il y a de pire, c'est ce qu'on appelle la qualité empêchée. C'est-à-dire qu'on vous demande un certain nombre de tâches et de réalisations et que l'organisation met des bâtons dans les roues au fait d'y arriver. Et ça, c'est du poison motivationnel parce que les gens se découragent, ils le vivent comme un abus à juste titre. Et donc, il est important que la charge de travail et les moyens à disposition soient équilibrés, mais qu'il n'y ait pas d'empêchement et au contraire, favoriser aussi le développement des compétences. Et combien de fois ai-je entendu dans des entreprises, des secrétaires être dissuadés de faire des formations qu'elles avaient envie de faire, et d'une manière qui noie assez les potentiels, sachant qu'aujourd'hui, vous savez qu'on a reconnu au moins 8 types d'intelligence, en psychologie 8 ou 9, et que certaines entreprises tendent à privilégier juste une seule, et que là encore, la diversité est importante pour autant qu'on sache la reconnaître. Les moyens techniques qu'on peut avoir pour influencer dans ce système, en fait. Merci. J'ai envie de demander à M. Sanviti et à M. Perget, qui sont, je crois, très bien placés pour répondre à votre question. Non, c'est le problème que j'évoquais en introduction. On a l'impression que vous savez tout, donc on n'ose pas évoquer ça. Non, mais excusez-moi, mais ce que j'ai essayé d'évoquer sont ces pouvoirs invisibles, et sans faire la synthèse de ce que j'ai entendu de la part de Jacques Perget et de Jean-Dominique Michel, vous avez 3 choses. Il est évident que tout ce que j'ai dit, c'est de la corruption. Alors, donc, c'est moi qui ai été mauvais. Excusez-moi, c'est l'avocat qui parle. Non, c'est pas un reproche. Là-dessus, vous savez, je travaille sur 2 choses. Je travaille depuis une 50aine d'années. Je travaille avec des militaires, des magistrats, des policiers, sur le pouvoir judiciaire. Bien. Donc, lorsque j'entends à côté l'État, si vous n'avez pas l'État, vous êtes perdu. Vous êtes dans un champ de mine tout nu, et en face, vous avez, et là je me tourne vers vous, vous l'avez dit d'ailleurs, je ne suis pas d'accord quand vous dites j'ai travaillé avec une Suédoise, professeure, comment elle s'appelle, Cathy Evers, la neuroéthique, à savoir, est-ce qu'il y a un déterminisme neurologique sur la criminalité? Mais c'est très simple. Les organisations criminelles, djihadistes, elles vivent comme il y a 5000 ans. Et elles ont gagné. Ce que l'on oublie avec l'intelligence artificielle appliquée, par exemple, à la justice, c'est qu'un ordinateur, ce n'est pas un être de chair et de sang. C'est terminé. Lorsque Diana Vilgas, on lui décerne le prix Falcon, c'est très simple. Vous expliquez gentiment à quelqu'un, j'ai un article que j'ai diffusé depuis quelques jours. Il y a un article qui actuellement, je l'ai envoyé à des militaires, à des magistrats, à des policiers, avec une annotation en marge. Le ministre de la Justice belge, actuellement, est sous protection policière parce qu'on a menacé d'enlever ses enfants et de les passer à la moulinette à la viande à hacher. Alors j'ai mis en marge, bêtement, moi j'aime beaucoup jouer les candides. Quel type de sanctions allez-vous appliquer à ce type de criminalité? Voilà, j'interroge. Alors, je travaille sur 2 sujets. Malheureusement, Yvan Blot est décédé il y a 4 ans. En 89, nous avons essayé d'introduire en France des référendums d'initiative populaire en s'inspirant du système suisse. Je suis vice-président d'une association qui, on a relancé à la suite de la mort d'Yvan, avec son épouse et d'autres personnalités, pour introduire en France le référendum d'initiative populaire. Donc, je ne parle pas des Gilets jaunes, de tout ça. On avait commencé en 89. Donc, on a fait venir de Genève, puisque j'ai des correspondants, des ouvrages institutionnels pour l'adapter à la France. Et depuis 1980-85, avec des personnalités que je ne citerai pas, c'est comme ça qu'on a créé le prix Falcon. C'est pour ça que je suis un peu étonné, parce que si on a créé le prix Falcon, et si j'évoque la mafia, les mafias, c'est pas du tout pour faire du cinéma de la fantasmagorie. Ils ont gagné. C'est-à-dire que quand vous prenez l'action homo de la DGSE,
hein, ou le fonctionnaire de la CIA qui exécute. Là, il y a un ouvrage qui vient de sortir, écrit par un Israélien, sur les exécutions extrajudiciaires. C'est-à-dire que les gens de la CIA ou du Mossad ou autres, elles vont voir, vous avez des exécutions, vous avez des gens qui ont été éliminés par personne interposée, vous avez les articles, la CIA a passé des accords avec les cartels, vous achetez des armes au complexe militaro-industriel, on vous laisse inonder les États-Unis de drogue, n'est-ce pas? Mais c'est une guerre de conquête. Alors, si je n'ai pas pu faire passer ça, j'ai été très mauvais. Mais c'est vrai qu'en 20 minutes, si vous voulez, moi, il y a deux citations que j'aime beaucoup. Je ne vais pas répéter Camus, vous la connaissez par cœur. Celle qui est magnifique, et je crois que je la répète à chaque fois, elle est extraite de Ecce Homo, que je n'ai pas lu. En revanche, j'ai lu La généalogie de la morale de Nietzsche. Quelle dose de vérité êtes-vous capable d'absorber? C'est-à-dire que lorsque je donnais des cours à l'Institut de criminologie sur ces sujets-là, je l'ai fait pendant 9 ans, je ne donnais pas le même cours la première année au bout de 9 ans, et au bout de 9 ans, je disais, c'est très simple. Nous sommes revenus à un système féodal de l'après-empire, n'est-ce pas, la période 9e, 10e, 11e siècle, que j'apprécie beaucoup, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, et vous choisissez votre bannière. Est-ce que vous voulez être, allez, du côté de la city et de la finance? Parce que les monarchies et les principautés qui ont vendu leur souveraineté avec les paradis fiscaux, vous pensez qu'ils ont envie d'une démocratie? Mais ils n'en ont rien à foutre. Vous voyez, les organisations criminelles de la... Vous savez, Falcon, il arrêtait des personnes qui disaient « Je suis de la 7e génération ». Quand vous naissez dans un village en Sicile et que votre arrière-arrière-grand-père, c'est normal, il faisait partie de la mafia. Et la mafia dit « Attends, tu peux dire tout ce que tu veux, tu fais ça, et sinon tu es mort. Bon, sinon on te vire 100 millions. Qu'est-ce que c'est qu'un milliard pour ces gens-là? Mais ça n'est rien du tout. » Et je voulais justement, j'ai vu votre vidéo, et je voulais vous rencontrer, je vais le dire à Valérie, mais ce qui manque, c'est tout simplement que, excusez-moi, c'est une guerre de conquête. La vente des groupes, des 4 ou 5 groupes qui ont été vendus en 2015, l'introduction du trafic de la drogue dans le PIB, enfin, si les gens ne comprennent pas que tout ça, ça se tient, et que, enfin, moi je suis sidéré, et alors c'est pour ça, moi je suis beaucoup plus à l'aise de répondre aux questions que de faire de la paix. Je n'aime pas ça, enfin j'aime bien plaider des dossiers complexes, parce que comme, en plus je suis très bon, enfin j'ai été un bon avocat, parce que tant que j'ai pas compris, je dis, ben, vous m'expliquez parce que je comprends rien, voilà. Et quand vous êtes devant des tribunaux, des juges, et là je vous rejoins, l'avantage de notre profession d'avocat, c'est qu'on est sans arrêt dans la dialectique. Vous voyez? Et moi, si quelqu'un me donne tort sur les sujets sur lesquels je travaille, vous vous rendez compte, mais je dors beaucoup mieux. Je dors beaucoup mieux. Vous vous rendez compte que lorsqu'on travaille sur ce sujet-là, d'abord, il faut être très humble, être bien entouré parce qu'on a des menaces, des représailles qui viennent de différents côtés. Et ce qui se passe, et là, alors là, on ne sait pas ce qui va se passer dans les 20 ans qui viennent, mais il est évident que si le citoyen devenu souverain n'a pas avec lui l'État auquel il a délégué sa souveraineté, il a délégué, c'est lui. L'État, c'est vous. Et s'il n'a pas le droit c'est la loi, ben vous êtes fichu, vous êtes nus. Parce que la tribu en Afrique, lorsqu'on parlait, non mais c'est une honte, lorsqu'on parlait de la colonisation et du trafic d'esclaves, mais les premiers trafiquants d'esclaves, c'était qui? C'était le chef de tribu qui avait vaincu la tribu voisine et qui la vendait aux gens qui venaient les chercher. Non mais enfin, on se fout du monde. Et en Corse, les tours génoises, c'était contre les barbaresques, parce que vous avez des razzias sur les côtes corses et que les gens se réfugiaient dans la montagne et qu'il fallait effectivement lutter contre les razzias des barbaresques. Et quand vous... Alors là, bon, non seulement il y a des hommes ou des femmes ici dans cette salle, je ne vais pas vous décrire de quoi sont capables les gens qui vous menacent. L'article, là c'est dans Le Monde, je peux vous l'envoyer, mais enfin, je ne sais pas, un des assassins de Falcon avait enlevé un garçon de 12 ans, le fils d'un repenti, et je ne vais pas décrire ici ce qu'il lui a fait subir. Enfin, moi, je suis sidéré. Donc, heureusement, depuis 20-30 ans, ben, on a créé un réseau informel. Il y a tout, des catholiques, des francs-maçons, des militaires, etc. Et des gens qui
partagent les informations et travaillent sur ces sujets-là. Valérie, c'est comme ça qu'on s'est connu avec Valérie Bugeaud. Et on est très humble et on dit ben, que fait-on par rapport à ça? Est-ce qu'on a raison, etc. Mais les articles de presse que j'ai et que je distribue, ben, il suffit de lire 3-4 articles et vous savez tout. Donc, quand vous me dites « Ah, vous n'avez pas parlé de la corruption », ben, vous voyez, je n'avais pas compris, je n'ai parlé que de ça. Voilà. Si vous pouvez me permettre d'intervenir, je dirais qu'on est à un tel niveau de corruption qui est une corruption intégrale, c'est-à-dire dans les structures publiques, privées et dans les mentalités. Donc ce niveau-là n'est pas récupérable. La seule chose que l'on puisse tenter de faire, c'est un changement de paradigme. Et ça, j'en parlerai tout à l'heure, parce qu'effectivement, c'est tout l'objet de mes travaux. Malgré mon âge, c'est une question... donc je devrais avoir la réponse à la question que j'ai posée, en raison même de mon âge. Et est-ce que vous croyez que cet état de corruption que vous présentez un peu comme étant naturel? Ah non, absolument pas. Ah bon, alors je me suis mépris. Et est-ce que vous croyez que cela a toujours été? Ah non, absolument pas. Non, non, je ne présente pas ça comme naturel. Je dis qu'aujourd'hui, il est arrivé à un niveau exemplaire de systématicité. Bon, alors là, je vous suis. Non, parce que moi, j'ai connu, je veux bien admettre que j'étais très innocent et très fleur bleue. Mais moi, j'ai connu un État qui n'a rigoureusement rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Mais vous admettez que l'État que vous avez connu a dérivé vers ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est donc qu'il y avait quand même des fondamentaux qui ont permis cette dérive. Alors c'est là où je vais peut-être introduire des nuances, parce que, évidemment, j'étais beaucoup plus jeune, hein, puisque oula, il vaut mieux ne pas faire l'addition. Mais il se trouve que, du fait des circonstances, j'étais quand même à des postes d'observation relativement importants. Si vous voulez, c'est ce qui explique d'ailleurs mon comportement. Moi, j'ai connu un État difficile de faire des reproches. Mais il faut dire qu'il était performant. Hein. Il était sacrément performant. Un État qui avait le monopole de la puissance. Oui, mais s'il avait le monopole de la puissance, c'est parce qu'on était d'accord pour qu'il en soit ainsi. C'est-à-dire qu'il servait à quelque chose. Et toute la question est à mon avis là. Je pense que nous sommes passés d'une conception libérale à une conception néolibérale où l'État n'a plus sa place. Et à ce moment-là, comment, si vous voulez, arriver à définir un équilibre social sans un État qui puisse servir à tout le moins, hein. Moi, l'État que j'ai connu, j'étais très jeune, je le reconnais, mais j'ai connu un État très volontariste. Et d'ailleurs, c'était parce qu'il était volontariste que l'on avait des performances. Et des performances dans tous les domaines. C'était absolument extraordinaire. Moi, j'ai l'occasion, à la différence d'âge près, de parler à des technocrates, on va dire des super énarques, etc. Ils comprennent ce que je leur dis à propos du passé, mais ils ne réalisent pas. Ils me disent, mais comment est-ce possible? Et là, il y a un problème, si vous voulez, intellectuel qui est très délicat. Nous étions très volontaristes. Et aujourd'hui, le pouvoir politique est complètement asservi. Et dans ces conditions... comment? C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, mais même si je mets un petit peu de ton, de tonalité que, en tant qu'officier, je devrais éviter d'avoir, je décris une réalité, enfin, quelque chose que je crois connaître très bien, en raison même des fonctions que j'ai eues. Eh bien, nous sommes passés, si vous voulez, l'État d'aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec l'État que je n'ai pas connu, malgré mon âge, tout à fait, mais dans les années 60, c'est-à-dire dans les années 60, je faisais mes études.
Mais assez rapidement, c'est des circonstances de la vie, j'ai été en situation d'observer. Eh bien, dans les années 70, avant cette dégénérescence de l'État, qui a été voulue et organisée, et là je peux être très précis, voulue et organisée, eh bien, voilà. Oui, je crois qu'on doit passer à la deuxième table ronde. Peut-être une dernière question, mais très très rapide, parce que là, on est un peu en défaut sur l'horloge. Je m'excuse. On aura une occasion de débat après la seconde table ronde. Il n'y a plus que 2 intervenants, donc si vous pouvez attendre un petit peu, ça serait bien. Sinon, on répond à une dernière question. Rapidement. C'était une question. Je m'appelle Nancy, je suis entrepreneur dans le digital et je me posais la question. Vous avez dit de déléguer notre souveraineté, Maître Sanviti. Est-ce que d'être propriétaire de notre donnée, ça ne pourrait pas être propriétaire de notre donnée, de nos informations, de notre nom, de notre compte en banque, de tout ce qui est à nous, peut apporter une solution? Voilà. Si je peux me permettre, il n'y a pas de propriété sur le nom. Hein. Donc déjà là, dans la question, il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, c'est sur sa donnée. C'est sur votre information. Sur qu'elle possède ton entreprise. Oui. Est-ce qu'elle en est propriétaire? Oui, sauf qu'il y a des... Oui, mais non, parce qu'aujourd'hui, on a commercialisé tout ça, mais le lien social ne doit pas faire l'objet d'une fonction propriétaire. C'est là où je dis il y a une dérive aussi dans la conception du monde, et en particulier les gens qui sont les premiers à vouloir récupérer leur souveraineté sont ceux qui ne comprennent pas qu'ils prennent justement le chemin pour la perdre définitivement. Et c'est là où je trouve qu'il y a tout ça vient d'une méconnaissance aussi des réseaux de droit et surtout de l'origine du droit. Nous avons eu la chance en Europe de connaître ce que nous avons appelé longtemps le droit continental, qui est en voie d'extinction. Je le déplore largement, je suis une des premières à en tout cas, je porte la voix pour justement le revivifier, le droit continental, qui a des origines dans le droit naturel, évidemment. Et à l'opposé de cette conception, on a le droit anglo-saxon qui est un droit commercialo-maritime, c'est-à-dire qui met dans le champ marchand toute activité humaine, toute donnée matérielle ou immatérielle, et je pourrais en parler de ça très longtemps, mais je dirais qu'il faut faire un effort de conception de votre propre réalité avant de demander aux autres ce que peut faire l'État pour vous. Très intéressant comme réponse, mais c'était pas ma question, mais c'est pas grave, il y aura d'autres opportunités. Non, mais pour compléter ce que vient de dire Valérie, je crois, enfin c'est à moi qu'on me démontre le contraire, et on en parlera après à la fin s'il y a un autre débat, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative, c'est-à-dire que votre souveraineté, pourquoi on évoque les mouvements de type mafieux? Parce qu'ils ont le pouvoir de penser, d'agir. Qu'est-ce que l'entreprise? L'entreprise, entreprendre, c'est avoir la volonté d'avoir prise sur le réel. C'est ça que vous offre l'État. L'État vous offre la possibilité, vous lui déléguez, c'est la puissance, c'est la force légitime. Si vous n'avez pas l'État, eh bien vous revenez au système féodal, c'est tout, c'est très simple, c'est extrêmement simple. Il n'y a pas d'alternative, vous voyez. Donc le problème de votre souveraineté, là, Valérie l'indiquait à l'instant, c'est à la fois, alors là, c'est à la fois sur le plan neurologique, sur le plan de l'éducation, je dirais, moi, j'y crois beaucoup. Je pense que sur le plan génétique, vous avez effectivement des cultures qui favorisent certains comportements. Nous ne sommes pas tous mûrs au même moment. Vous prenez dans la planète pour être une démocratie. Une démocratie, en fait, c'est une aristocratie. Vous choisissez les règles du jeu et vous les respectez. Voilà, point, c'est tout. Il n'y a rien de plus aristocratique qu'une société démocratique. En revanche, vous avez le dévoiement des institutions, et ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la corruption de l'État, la meilleure des institutions ne vaut que par la qualité des hommes. Quand vous achetez quelqu'un, au bout d'une carrière politique de 20-30 ans, a 100 millions, 500 millions sur son compte au Delaware ou ailleurs, qu'est-ce qu'il y a?
C'est tout. Mais comment il l'a eu? Moi, ça ne me dérange pas. Si vous êtes, si vous avez vous avez conçu des voitures comme l'autre, la Tesla ou j'en sais rien, ou si un chanteur a fait fortune en vendant ses disques, vous n'avez rien lui reprocher. Un chirurgien qui opère 10 heures par jour et qui a une certaine réussite. Ce qui nous intéresse, nous, et je termine là-dessus, c'est quelles sont les règles du jeu, n'est-ce pas? Le droit, la loi qui a été appliquée. Un point, c'est tout. C'est un problème d'argent aujourd'hui, ce que j'ai essayé de décrire, et c'est pour ça, encore une fois, je n'ai peut-être pas été assez complet. La dimension criminelle de la finance, n'est-ce pas, c'est d'acheter des gens et de les mettre en place, et puis tirer les ficelles. C'est tout. En réalité, un dirigeant politique qui crée une prospérité pour son peuple a tout à fait le droit de se retrouver avec 100 millions d'euros sur son compte en banque à la fin de sa carrière. Pierre Fabre, on m'en a parlé, je termine encore, parce que c'est un ouvrage de Laurent Isard que je peux vous faire dédicacer. Je crois que Pascal, je crois que je te l'ai envoyé. Hein. Laurent Isard a écrit un ouvrage qui s'appelle « La France vendue à la découpe ». Et c'est pour ça que je pensais à vous, je disais, mais malheureusement, vous ne connaissez peut-être pas cet ouvrage, parce qu'il viendrait bien compléter ce qui s'est passé pour la pandémie. Bon, lorsqu'on vend pour 200 milliards d'entreprises françaises à des fonds étrangers, ça s'appelle article 410.1, je crois que c'est l'article 410.1 du Code pénal, atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, ça s'appelle la trahison. Et sur l'antenne de je sais pas, la 16, je ne sais plus comment ça s'appelle, un jour j'écoutais Zemmour, alors là il a explosé, il a dit à l'époque de De Gaulle, De Gaulle l'aurait démis de ses fonctions, et Zemmour a dit 2 minutes après, d'ailleurs le lendemain il aurait été fusillé. Voilà. Si vous voulez bien qu'on passe à la seconde table ronde, parce que sinon nous finirons jamais ce colloque et ça risque de poser problème.